Bonjour à tous, donc on va commencer. Merci d'être présent et je vais donner la parole à Laurent Debat pour l'ouverture de ce webinaire et ces quatrièmes rencontres de Planète Mer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous savoir en ligne ou au comité des pêches à Toulon. Pour ce webinaire consacré à un petit documentaire sur la petite pêche côtière varoise. Deux mots sur Planète Mer tout d'abord. Planète Mer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une association d'intérêt général qui développe 3 domaines d'action: la protection de la biodiversité marine et littorale, J'entends personne et je vois la personne. gestion des ressources de pêche et la restauration des écosystèmes dégradés. Donc protéger, gérer, restaurer. Et ce webinaire s'inscrit donc dans le champ consacré à la pêche, et plus particulièrement dans le cadre du programme Pélamède, qui signifie pêcheurs engagés pour l'avenir de la Méditerranée. Un programme que nous avons engagé maintenant il y a 5 ans, en partenariat très étroit avec le comité départemental des pêches et des élevages marins du Var, et 12 prud'hommies varoises également. Et ce webinaire s'inscrit aussi dans le cadre de l'année internationale, et notamment dans le cadre de la clôture de cette année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale, décrétée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Voilà pour les éléments de contexte. Donc je vais sans plus tarder passer la parole à Geoffrey Ménard, qui est le nouveau président du comité départemental des pêches, des élevages marins et des élevages marins du Var. À toi, Geoffrey. Écoute, merci Laurent pour cette petite introduction. Écoutez, moi ça va être assez rapide, mais je voudrais tout d'abord remercier Planète Mer pour ce joli partenariat qu'on a fait d'ailleurs depuis un moment et qui continuera de plus belle grâce à Pélamède 2. Mais comme vous l'avez constaté au sein de Planète Mer pour le projet Pélamède, ceux qui l'ont suivi et qui le suivront encore, il y a vraiment des enjeux importants aujourd'hui qu'on arrive à mettre en valeur grâce à Pélamède et à notre chargée de mission Stéphanie qui travaille vraiment avec le cœur et de manière assez acharnée. On peut la remercier d'ailleurs. Je remercie d'ailleurs aussi l'équipe de Pélamède qui fait quand même du très bon boulot, il faut le dire. Et on espère en tout cas que ça va continuer et on arrivera toujours à valoriser et arriver au bout des projets comme on l'a fait jusqu'à maintenant et valoriser un petit peu tout ce savoir empirique de la petite pêche, continuer à défendre les petits métiers et faire valoir les règlements Prud'homo par la suite. Merci Geoffrey pour cette ouverture. Merci Laurent. Et merci au comité de nous accueillir ici. Donc, vous voyez, vous avez un aperçu des personnes présentes au comité. Merci aussi aux pêcheurs, à Lionel, à Jean-Paul, à Angélique et aussi à Laurence qui ont participé à ce documentaire. Et merci à vous tous d'être présents pour découvrir ce documentaire d'une petite vingtaine de minutes. Donc, je remercie aussi l'équipe qui a organisé ce webinaire, puisque je ne suis pas toute seule, on est plusieurs dessus. Il y a Nine Plandin qui a fait toute l'organisation, également Sarah Spadoni qui fera le relais de vos questions, qui reposera l'intégralité des questions qui seront posées dans la conversation. Philippe de Oliveira qui, si vous avez un souci technique, vous répondra. Et il y a aussi l'équipe de communication, Marine Jacquin et Céline Gaucher de l'agence Pollen. Le webinaire, comme vous avez pu voir, est enregistré. On vous enverra le lien la semaine prochaine par mail avec le lien du documentaire. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, 2 temps pour ce webinaire. La diffusion du documentaire. Je peux décaler un Pardon, petit peu moi, je n'ai pas du tout passé le diaporama. Donc, il y aura le webinaire. Donc, ce que je vous propose pour la diffusion du documentaire, c'est de couper vos caméras pour que vous n'ayez pas de problème de diffusion et au moment de la retransmission. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment un temps d'échange pour que, si vous avez des questions, vous puissiez les poser, que les pêcheurs, les personnes qui interviennent dans le documentaire puissent vous répondre. Et pour ça, donc les questions, c'est dans l'onglet conversation.
Et vous avez également sur le diaporama que je vous partage la caméra, donc pour couper, activer votre caméra, et les micros. Donc les micros restent éteints pour éviter toutes les interférences et permettre le bon déroulement de cette heure ensemble. Voilà ce que je peux vous dire sur le programme. Et je vous souhaite une bonne projection. Pour cela, vous avez un lien dans la conversation avec un code. J'espère que tout le monde le voit. Pour que vous cliquez sur le lien, vous rentrez le code et le film se lance. Et on se retrouve d'ici 19-20 minutes à la fin de ce documentaire. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mettre dans le chat, dans la conversation. On sera là pour vous répondre. Bon visionnage, à tout à l'heure. Déjà, je voulais vous remercier pour le temps que vous avez passé à visionner ce documentaire qui nous a pris beaucoup de temps et qui nous a demandé un investissement total au cours d'une année. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement pour nous tous et nous toutes d'un projet qui nous tient fondamentalement à cœur, je pense. Moi, quand je suis arrivée à Planète Mer en septembre 2021, je connaissais absolument pas la pêche. Et on m'a donné différentes missions, dont une principale, un gros chantier en fait, de valorisation du programme Pélamède, des études scientifiques et techniques qui avaient été menées sur et avec le programme Pélamède. En novembre, j'ai rencontré les pêcheurs. Et donc, j'ai constaté qu'il allait falloir mettre un projet à l'image de ces personnes-là que je ne connaissais pas encore, que je venais simplement de rencontrer. Et donc, on a décidé en commun de voter par un vote, de partir sur ce projet-là qui ne pouvait que être illustratif de leur quotidien, vu qu'on allait embarquer avec eux. Il y en a plusieurs qui se sont portés volontaires, ils ont tous été d'accord. Et sur le coup, moi, je pensais faire un documentaire assez technique, en fait, qui reprend les études qui ont été menées de manière un petit peu protocolaire. Sauf que j'ai moi-même dirigé mes propres travaux de recherche sur les pêcheurs en cours de route. Et je suis devenue mordue du milieu. Me suis vraiment attachée à ces personnes-là. Et je pense que ce qui a été voulu dans ce documentaire-là, en plus de véhiculer les informations qui avaient été demandées, qui étaient la commande en fait à la base de ce film-là, c'était vraiment de représenter la proximité qu'avaient ces gens-là avec le milieu, la pertinence qu'ils pouvaient soulever par rapport à toutes les questions donc, relatives à l'écologie marine et à la halieutique de manière générale, mais aussi à la démarche que nous, aujourd'hui, en tant que citoyens, en tant que chercheurs, en tant que pêcheurs, en tant que quoi que l'on soit, que l'on a vis-à-vis du milieu marin. Donc aujourd'hui, on a une approche qui est relative à ce que l'on est, relative à ce que l'on fait, et je pense que la perspective du pêcheur, on l'a très rarement. Et ce qui a été vraiment la volonté pour nous, en fait, avec ce documentaire-là, c'est de se mettre un petit peu dans la peau de ces gens-là, dans le quotidien de ces gens-là, de qui ils sont, déjà de mettre un visage sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont, et de voir un petit peu à quel point ils travaillent, parce que ce ne sont pas simplement des chasseurs. C'est un métier complexe qui souvent est relié à un mode de vie, qui souvent est relié à une démarche, et qui est relié à toute une expertise, un savoir-faire historique et un héritage comme dit Laurent, c'était un héritage à plusieurs reprises, ils se transmettent plus ou moins volontairement, plus ou moins directement, et qui aujourd'hui représentent une mine d'or, je pense, pour la science. Là, je parle en tant que jeune diplômé qui a construit un mémoire de recherche. Pour la science, c'est une mine d'or. Pour la gestion de l'activité, c'est une mine d'or. Pour la société, c'est une mine d'or aussi. Et je pense que l'idée finale de ce documentaire, c'est de mettre en lumière ça. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci Lucas pour cette présentation du documentaire et de comment tu es né ce documentaire-là, de la prime à l'aube. Pour commencer, moi j'ai les échanges.
J'ai une question à poser aux personnes qui ont contribué au film, et aussi donc, au comité. Nous avons des pêcheurs qui sont présents. On a vu au tout début du documentaire que la définition de la pêche artisanale, de la pêche artisanale au petit métier, pouvait faire débat, porter à discussion. Donc moi, j'avais envie de vous poser la question. Quelle est votre définition pour vous d'abord peut-être pour les pêcheurs de l'activité que vous faites? Lionel, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question, vu qu'on te voit dans le documentaire, tu partages ton quotidien. Pour toi, quelle définition tu donnerais de ton activité, de la pêche, en tout cas dans le Var? Et là, c'est bon, le micro, il est On t'entend très bien, ouais. Oui, c'est Ça va. parfait, Lionel. Alors, moi, ce que j'en ressens, pour moi, la pêche petit métier, c'est une pêche où on ne cible pas une ou deux espèces principalement, où on va s'adapter à chaque saison, à chaque lieu, pour prélever un petit peu à différents endroits de différentes espèces. C'est ce que moi j'en ressens, et c'est ce que j'essaie de faire, à pratiquer différents types de filets pour prendre différents types de poissons, ou des filets ou lignes ou palangres, hein. Mais je le vois plus comme ça, dans un but d'éviter de trop prélever sur une espèce donnée ou un lieu précis, qu'on arriverait à faire disparaître si on prélève trop d'un coup, quoi. Donc pour moi, le petit métier, c'est ça, on s'adapte aux différentes saisons, aux différents lieux, aux différentes espèces pour en prélever un petit peu à chaque fois. Ok, très bien. Merci Lionel pour ta définition. Est-ce que côté comité, il y en a qui veulent répondre aussi, donner sa définition de la pêche au petit métier, ou je passe la parole sinon à Laurence sur cette question? Non, je crois que c'est bien défini par Lionel, oui, rien à ajouter. Moi, je vais ajouter un petit. Vas-y, Geoffrey. Du coup, on me voit à côté d'Audrey. C'est pas grave. Non, vas-y, c'est bon. Du coup, juste pour ajouter un petit truc, compléter ce qu'a dit Lionel, et c'était très bien défini. Pour moi, aujourd'hui, la pêche au petit métier, surtout en région PACA, mais certainement sur la façade méditerranéenne, ça passe aussi par l'existence des prud'hommies, et donc par une gestion de la ressource grâce au règlement de prud'homo, qui sont aujourd'hui d'ailleurs très importants. Contrairement à la façade atlantique, je pense que bon, vous êtes bien nombreux à le savoir ou pas, mais nous sommes unis de plusieurs prud'homies qui divisent du coup cette façade méditerranéenne en plusieurs circonscriptions, et qui sont gérées de très bonne manière, tout simplement parce que, comme l'a dit Lucas tout à l'heure, ce savoir historique qu'ont les pêcheurs de telle ou telle zone, peu importe les eaux dans la prud'homie à laquelle ils appartiennent, a donné naissance à un règlement adapté sur ce territoire. Donc chaque prud'homie a son règlement et donc son mode de gestion de la ressource et des espèces dans les eaux où les pêcheurs pratiquent leur métier. Très bien, merci pour ce complément qui est effectivement spécifique, les prud'homies spécifiques au territoire méditerranéen. Sarah, est-ce que tu as des questions de ton côté? Oui, qui du coup, remontent on du a chat? une question. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Du coup, on a une question de Céline Céline Gaucher, qui nous demande: est-ce que la conscience de la fragilité du milieu qu'on ressent à travers des trois témoignages, est-ce que c'est une vision partagée par la plupart des pêcheurs au petit métier? Je pense que voilà, c'est adressé à tout le monde. Je sais pas qui a envie de répondre. Qui veut répondre côté comité, côté pêcheur? La question, c'est: est-ce que la fragilité du milieu que l'on peut ressentir à travers les témoignages du documentaire est une vision qui est partagée par la plupart des pêcheurs petits métiers dans le Var? Oui, elle est partagée, bien sûr. Ce qui est important aussi, c'est qu'on fait, comme on voit, comme disait Lionel tout à l'heure, on différencie énormément et dans le matériel afin de prendre d'autres espèces, quoi. Toutes les espèces sont différentes.
en fait, on préserve notre métier à ce niveau-là. Ça veut dire que chaque matériel qu'on a, il est conçu pour pas détruire tout le reste, quoi. Pour prendre en compte. Moi, j'étais palangrier, je ne peux pas travailler, je ne travaille jamais dans l'un secteur, volontairement. Ça veut dire un palangrier ou un entomalier, c'est la même chose, il va caler des filets à un endroit, il va éviter au maximum de vider ce secteur. Donc, en fait, on se dispatche énormément, quoi. Donc, ce qu'on voit avec le retour de Jean-Yves, qui est premier prud'homme à Toulon, c'est justement que cette polyvalence, les petits métiers, contribuent aussi à prendre en compte cette fragilité du milieu en n'exploitant pas de façon importante une zone exploitée. Voilà, il y a cette rotation, donc cette rotation de territoire, cette rotation aussi sur les engins, sur les espèces exploitées, pour justement prendre en compte cette fragilité. C'est ça que tu voulais faire remonter. Oui. Je donne un petit truc, c'est possible. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si elle nous entend, Madame Gaucher, certainement. Je pense, oui. Je l'espère. Du moins, le pêcheur a énormément conscience de la fragilité du milieu dans lequel il exerce son métier. Premièrement, parce que il ne faut pas l'oublier, le patron pêcheur est une sentinelle de la mer. Donc, au-delà d'un mode de gestion des ressources, grâce aux prud'hommies et aux pêcheurs qui ont mis en place ces règlements, la sentinelle de la mer, qui est le marin-pêcheur, alerte aussi les occupants, on va dire, de la terre, si on peut le dire, les autres personnes, en leur disant « Attention, on a pu observer telle ou telle chose qui impacte la ressource ou le milieu marin, la posidonie ou autre. Il faudrait prendre des mesures pour aussi gérer ça. » D'ailleurs, notamment, on a des petits problèmes avec la plaisance, le mouillage, mais ça, c'est, voilà, pas rentrer dans ce débat-là. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui impactent la mer et qui la rendent d'autant plus fragile. Et les pêcheurs, du coup, alertent assez souvent les gens compétents ou pas pour essayer de faire remonter ces informations-là. Donc voilà, c'est la fragilité aujourd'hui, clairement, elle est perçue par ces sentinelles de la mer. Voilà. Merci Geoffrey. Sarah? On a une autre question, du coup, toujours liée à cette première discours que tu étais en train de faire, Geoffrey. Du coup, il s'est demandé, cette dame Natacha Jean, c'est les espèces menacées, protégées, comment elles sont perçues par les pêcheurs varois? Est-ce qu'il y a vraiment un respect de cette protection de cette ressource en fragilité? En état fragile, ouais, en état. Voilà. Merci. Qui veut répondre? Geoffrey, tu veux répondre? Après, on peut aussi peux répondre, après, je peux pas. On peut sinon positionner d'autres questions si vous sentez davantage. Non, avec grand plaisir, hein, je répondrai sur l'impact des yachts sur la posidonie. Donc, clairement, le mouillage des gros yachts qui arrachent la posidonie aujourd'hui, en région PACA, ça reste un problème majeur. On a des pêcheurs, d'ailleurs même du département du 06, qui sont lourdement impactés. Donc la prud'homie de Cannes, il y a même la prud'homie de Menton, quelques prud'homies qui sont sur un secteur très touristique et très prisé d'ailleurs d'une certaine classe. Donc on est sur des pêcheurs qui se retrouvent, la prud'homie de Saint-Tropez aussi dans le Var, excusez-moi, qui se retrouvent avec au cours du mois de juillet-août 80-90 bateaux de plus de 24 mètres, voire même de plus de 10 mètres, mouillés dans la Posidonie. Alors, il faut savoir qu'il existe un arrêté Posidonie qui interdit les navires de plus de 24 mètres, si je ne me trompe pas, d'ancrer dans la Posidonie. Alors, c'est déjà bien, mais ça reste mineur, parce que les dégâts sur la Posidonie sont quand même présents aujourd'hui. Bien qu'il ait été mis en place des systèmes de coffres de mouillage dans certaines zones, les îles de l'Érins, autour des îles du Levant aussi. Le problème est que si demain on mettait une analyse de fréquentation sur ces coffres de mouillage, ils sont pas très prisés par ces milliardaires. Pourquoi? J'ai eu la discussion hier soir avec un capitaine de yacht d'ailleurs, qui me dit clairement aujourd'hui que pour eux, leurs clients leur disent d'aller au plus près de la côte.
Donc, pour eux, ça reste légitime parce que leurs clients leur ont demandé de jeter l'ancre dans la Posidonie. Parce que malheureusement, ça reste le monde du silence et la communauté ne peut pas percevoir ni voir le mal qui est fait. Donc, je rappelle aussi que le pêcheur constate toujours aujourd'hui. Donc, il y a des mâts de Posidonie qui sont endommagés. D'ailleurs, dans la baie de Cannes aussi, il y a énormément de mâts mortes, sachant que c'est un milieu très fragile, mais vraiment très fragile. La Posidonie, c'est une algue qui est essentielle au bon fonctionnement de la Méditerranée, qui subit déjà assez aujourd'hui à cause du réchauffement climatique, et il est quand même réellement important de la préserver. On espère que niveau arrêté Posidonie, la taille va diminuer, parce qu'il y a aussi des navires de moins de 24 mètres, qui pour moi représentent en Méditerranée plus de 70% de la plaisance, si ce n'est pas 80%. On espère que le mouillage restera interdit, deviendra peut-être interdit, voire avec des zones spécifiques pour le mouillage. On espère voilà, que l'impact sur la Posidonie va diminuer parce qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas 4 à 5 ans pour dire on va essayer de la protéger. Il faut le faire le plus vite possible et c'est là où les pêcheurs interviennent et tirent la sonnette d'alarme. Voilà. Merci. Sarah? Oui, du coup, je vois, il y a plusieurs questions, notamment, je ferai, une personne aimerait bien revenir sur des poissons, notamment qui sont des espèces menacées, comme pardon, le méru, qui sont protégés dans le Var. Et voilà, il voudrait savoir quel est du coup comment dire, le rapport que les pêcheurs ont face à cette espèce. Voilà, est-ce que vous êtes inquiet pour cette espèce? Est-ce que voilà, comment le pêcheur il s'approche à cette espèce? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour les protéger? Lionel, si tu veux répondre à Ouais, cette je vais me permettre de répondre parce que pas plus tard qu'hier, on était en réunion avec le parc national de Porquerolles, qui justement a été le premier à surveiller cette espèce autour de Porquerolles et de Porquerolles. Or, il se trouve que on dit que c'est une espèce qui a eu tenté de disparaître et qui est vraiment à protéger. Or, il se trouve qu'en fait, il pullule tellement maintenant que ça leur fait plaisir quand on en enlève certains, le mérou. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à surprotéger une espèce comme le mérou, qui est un ultra prédateur au fond de l'eau, c'est qu'en fait, lui, il fait disparaître d'autres espèces. Donc les fileyeurs sont autorisés officiellement, depuis toujours, à pêcher le mérou, parce qu'on en prend très très peu, des mérous, dans nos filets, mais le peu qu'on prend, ben, il fait du bien à tout le reste de la faune sous-marine. Et je dis ça, c'est pas, je le vois pas en tant que pêcheur en disant yes, j'ai pêché un beau mérou. Je le dis vraiment en accord avec le parc national, qui aussi se trouve que maintenant il y en a énormément. Voilà, donc c'est les espèces très protégées. On y fait aussi très attention, mais il faut le savoir que de temps en temps, d'enlever un ultra prédateur comme le mérou, ça fait du bien à tout le reste de la faune. Oui, et puis même sur des espèces qui ne font pas partie d'un statut de protection particulier comme le mérou ou le corbe, les prud'homies, donc les pêcheurs à travers vos règlements, vous prenez en compte aussi la fragilité ou la biologie de certaines espèces en augmentant la taille minimale de capture par rapport à la réglementation qui est en vigueur. Je pense aux langoustes. Dans certaines prud'homies. Mais voilà, vous avez aussi un regard sur d'autres espèces qui ne font pas partie d'un statut de protection particulier. Oui, tout à fait. Après, c'est chaque règlement prud'homal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pêche, c'est un métier, la petite pêche, c'est aussi un métier passion. Si on veut, moi, je suis venu à la pêche parce que quand j'étais enfant, je regardais ces pêcheurs d'émaillés, je m'étais toujours dit quand je serai grand, je ferai la même chose. Si on veut faire rêver d'autres enfants, il faut bien forcément qu'on laisse de la faune sous-marine pour les générations futures. C'est les prochains pêcheurs qui arriveront, ça sera aussi des passionnés. Et à un moment, il faut bien qu'on fasse un peu attention à tout ça, quoi. Donc oui, on est tout ce qui est. Là, on parlait des langoustes, on a une maille, on est très strict sur la maille de la langouste. Si elle a les graines, pas les graines. Le but, c'est que quand on pêche une année, il faut que l'année suivante, on puisse travailler aussi.
et prévoir que d'autres générations puissent aussi travailler, quoi. Donc oui, en général, on essaye de faire attention à tout ça, quoi. Merci Lionel. On a le temps pour d'autres questions, une dernière question peut-être? Oui, on a encore. Ok, on a encore un peu de temps. Du coup, il y avait une question concernant l'aquaculture. Du coup, quel était le rapport des pêcheurs professionnels et l'aquaculture dans le secteur varois? Voilà, tout à l'heure, on a parlé des mouillages. Du coup, si quelqu'un veut s'exprimer sur ça, quel est votre... Alors, je pense que côté comité sur Toulon, Didier, que sur la Seigne. Le problème de l'aquaculture, il est mondial, il n'est pas local. On va dire que localement, ça ne vous gêne pas spécialement. Le problème, c'est la surpêche, petits poissons, pour faire de la farine, pour nourrir les poissons d'élevage. Il faut savoir que dans le monde, plus de la moitié de la ressource qui est pêchée est transformée en farine pour nourrir les poissons d'élevage. Il est là le vrai problème. Et sur dans l'aquaculture qu'il y a sur le territoire, est-ce qu'il y a des conflits entre usages ou des problématiques de cohabitation Des conflits, il y a, on ne peut pas dire qu'il y en ait, ils ont une zone qui leur a été décernée, qui était une zone de pêche où il y avait énormément de vie avant. Maintenant, il y a beaucoup moins de vie, il y en a une autre qui a remplacé. D'autres espèces qui sont venues, les espèces sédentaires ou autochtones sont mortes, ont disparu. D'autres espèces sont venues se nourrir autour des cages, donc il y a encore de la vie. Mais voilà, quoi, après, le problème, il peut être sur les marchés. Oui. Sur le marché, quand on est en concurrence avec les droits de l'aquaculture, ça nous crée un problème. D'accord. Donc, il y a une concurrence sur certaines espèces, vous êtes en concurrence. Surtout la drogue. D'accord. Je voudrais revenir sur le mérou tout à l'heure. Oui. Le mérou, c'est l'exemple d'une protection ou même d'une surprotection d'espèces. On l'a surprotégé, comme il a été dit, dans le mérou, il y a pas mal de ces espèces, entre autres le poulpe, et on se plaint que le poulpe a disparu. Donc c'est peut-être là la cause. Ça a aussi un avantage, c'est que le fait qu'il y ait moins de poulpes, il y a plus de langoustes. Et voilà, ça c'est l'exemple de tous les déséquilibres que l'on crée dans la mer. Et qui ont une grosse incidence sur certaines espèces. Ok, merci. Je prends le mérou, mais il y a d'autres espèces. Laurence, est-ce que justement sur la question du mérou, la protection et les effets d'une protection, d'un déséquilibre, comme le disait Didier, tu veux rebondir dessus Oui, quelques précisions quand même. D'abord, le mérou n'est pas protégé. Il bénéficie d'un moratoire qui interdit sa chasse, sa pêche sous-marine et certains modes de pêche à la ligne de plaisance. Donc, il n'est pas interdit à la pêche professionnelle. Si, à la ligne. À la ligne, voilà. Voilà, mais il n'y a pas la ligne qui peut mais pas au filet. Donc, filet, c'est accidentel. Donc, voilà. oui, tout à fait. Mais donc, sa pêche n'est pas protégée au sens propre du terme, c'est-à-dire interdit à toutes les formes de pêche. Je ne dis pas que c'est mal. Hein. Non, mais c'est plutôt une réussite, le moratoire sur le mérou, pour pas mal de raisons, parce qu'on considère que c'est un top prédateur, c'est un prédateur de haut niveau, donc en général, dans les zones où le mérou est présent, c'est que toute la chaîne alimentaire est en place, parce que s'il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se maintenir. C'est le propre de tous les grands prédateurs. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment de poissons dans la colonne d'eau et à tous les niveaux de la chaîne alimentaire pour que le mérou puisse subsister. D'ailleurs, on voit très nettement que dans les autres zones de la côte où il y a des habitats favorables au mérou, il n'y a pas partout du mérou. C'est donc qu'il est encore prédaté, chassé, braconné. Bon, il y a différents modes de prédation, mais globalement, quand on l'observe, c'est quand même qu'autour, il y a une grande variété d'espèces et des habitats en bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment important. C'est le cas aussi du corbe qui a bénéficié d'un moratoire semblable et qu'on espère pouvoir prolonger encore l'an prochain. Maintenant, c'est tout à fait d'accord, il ne faut pas décider de protection absolue d'espèces sans avoir bien réfléchi aux conséquences que ça peut avoir sur d'autres espèces. Donc, pour le moment, ce moratoire semble une bonne solution pour assurer quand même
moins de prélèvements par la chasse sous-marine d'un certain nombre d'espèces côtières, et le mérou en est un bon exemple. Merci Laurence. Sarah, on peut prendre encore une question. Ouais, je voudrais poser une autre question de la salle. On parle du coup, dans le film, on a parlé des prud'hommes de pêche. Et voilà, des personnes nous demandent, voilà, à l'heure actuelle, où on est avec les prud'hommes de pêche, est-ce qu'elles sont encore écoutées? On a l'impression qu'elles ne sont pas écoutées au niveau national, européen. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudra faire pour les faire écouter? Voilà, est-ce que les fédérer, ça peut être une bonne option? Qu'est-ce que sont les travaux qui sont en train d'être menés sur ces sujets et des actions en cours? Pour la reconnaissance et Pour la l'écoute reconnaissance, des ouais. prud'hommes à un échelon plus haut que Large, l'échelon régional. Qui veut se... Tout simplement que aujourd'hui, pour être reconnu, s'il y a des droits dans les comités locaux, dans les comités régionaux et au comité national. Tout simplement. Donc elles aient une voix, une place dans chaque échelon des comités. Elles ne sont écoutées que localement, et encore, voilà. Il faut qu'elles siègent de droit au moins au comité régional des pêches. D'accord. Merci Didier pour la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut apporter quelque chose sur les prud'hommes? Jean-Yves ou Lionel? Oui, à Bruxelles, le sont écoutés. Moi, je suis allé à Bruxelles, on a des prud'hommes, et je peux dire qu'elles sont écoutées. Notre problème, il est franco-français. Il n'est pas européen, notre problème. D'accord. C'est vraiment un problème national. C'est un problème national. C'est au niveau de la DPMA qui ne veulent pas entendre parler des prud'hommes et qui veulent même les faire disparaître. Ils avaient réussi en 1992. On s'est battu, on est au cours au Conseil d'État, les prud'hommes ont été rétablis, mais aujourd'hui, on est dans la même continuité. Il y a toujours la même volonté de les faire disparaître. D'accord. Donc, la solution, c'est qu'elles soient membres de droit au moins des comités régionaux. Ok. Voilà. Très bien, merci. Sarah, je pense qu'on peut encore prendre une question. Il y a une question sur quelle est la position des pêcheurs artisanaux face à l'augmentation des zones possibles de non-prélèvement, des zones de non-prélèvement. Et le positionnement des pêcheurs sur les possibles augmentations des zones de non-prélèvement. Ok. C'est référence aux zones de protection forte ou... On a écrit une zone de non-prélèvement. D'accord. On réduire la taille des engins de pêche pour créer de nouvelles zones protégées. D'accord, donc il y a une... Les engins de destruction massive aujourd'hui, c'est ça qu'il faut interdire. Donc, une des recommandations faites par Didier Rang, c'est une réduction de l'effort de pêche à travers la gestion des engins plutôt qu'une interdiction complète de prélèvement. L'application des règlements. Et l'application, bien sûr, derrière des règlements. Je vais juste rebondir un poil là-dessus. Du coup, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, d'ici 2030, on doit passer à un quota de 10% en ZPF, donc zone de protection forte, qui ne veut pas forcément dire pour le moment zone de non-prélèvement, mais qui peut l'être. On est encore sur la définition exacte de ZPF qui vont commencer à être appliquées. Il faut juste rappeler une chose, c'est que chaque fois qu'on augmente, aujourd'hui on a beaucoup d'AMP, donc d'aires marines protégées, on a des zones Natura 2000 aussi le long de la côte qui protègent la Posidonie, etc. Chaque fois qu'on crée une zone de non-prélèvement, on augmente donc le prélèvement dans une autre zone. Parce qu'un pêcheur dans une prud'homie, il se voit enlever 10 ou 20 km de sa côte pour zone de non-prélèvement, c'est très bien. Lui qui est gestionnaire de sa zone va être satisfait parce que ça va dans son sens d'avoir une bonne gestion de son territoire. Mais ça va aussi augmenter la pression de pêche sur un autre secteur. C'est ça le problème aussi des zones de non-prélèvement. Voilà. Ok, merci à toi Geoffrey pour cette réponse. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est par rapport à la gestion de la pêche. Le mode de gestion des prud'hommes est celui de l'Europe et de l'État français. Le mode de gestion des prud'hommes, c'est de la gestion d'un bien commun que l'on partage entre nous. La gestion de l'Europe et de l'État français, on est basé sur des licences, sur des AEP, sur tout ça. On a privatisé la mer au profit de quelques pêcheurs. Voilà, là, on est en parfaite opposition. Celui qui a des droits de pêche, il fait ce qu'il veut pratiquement, et les autres, ils le regardent. D'accord. Merci pour ce complément.
On a une on- dernière question, Audrey, on réussit Ouais, ou pas? vas-y, C'est la toute dernière. dernière. On On nous dépasse demande de la compétence réglementaire du coup des produits de pêche face à la pêche de loisirs. Voilà, si quelqu'un veut répondre. Oui, la question, c'est les règlements, je reprends, les prud'hommes avaient les compétences avec le règlement pour intégrer la pêche de loisirs. En fait, pour apporter un complément, je pense que ça va être une réponse assez rapide, c'est que tous les règlements prud'homaux sont opposables à tout pêcheur. Voilà, donc ça veut dire pêcheur professionnel comme pêcheur de loisirs. Si on prend l'exemple dans la prud'homie de Toulon où il y a une taille minimale de capture qui est supérieure à la taille minimale de capture fixée par la réglementation européenne ou nationale ou française, si un pêcheur de loisirs est contrôlé avec une langouste qui est plus petite que la taille du règlement prud'homal, il peut être, je sais pas, c'est poursuivi parce que, comment dire, le contrôle est fait par les prud'hommes qui sont assermentés. Mais voilà. Alors, attendez, au comité, il y a. Tu appelles le signalement, tu le fais venir, mais nous, on ne peut rien faire. Non, voilà, c'est ça. C'est ce que Pas pour ça. les prud'hommes disent que le contrôle doit se faire par appeler les gendarmes maritimes pour que le contrôle se fasse par une personne de l'État, des services de l'État. Je vais juste rebondir du coup pour le projet Pélamède. Ça a été en partie, ça faisait partie du projet Pélamède, donc c'est bien qu'on en parle. La volonté des pêcheurs et des participants de Pélamède, elle a été de mettre en place des gardes jurés, du coup, pour faire face à ça. Donc, c'est un projet qui va toujours, qui est en mise en place. Petit à petit, on y croit et on se bat pour ça. Le but étant que sur le terrain et pour la phase pratique, un prud'homme donc de pêche professionnelle va difficilement pouvoir verbaliser un plaisancier. C'est un sujet qui est assez sensible, même si légalement parlant, il est censé pouvoir le faire. Aujourd'hui, la mise en place de gardes jurés dans le Var et pourquoi pas dans d'autres départements serait vraiment importante et permettrait de limiter l'impact de la pêche plaisancière sur l'environnement et limiter le surprélèvement des espèces vis-à-vis de la plaisance, quoi, voilà. Merci. Donc on arrive, on a dépassé de 2 minutes le temps qui était indiqué. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci aussi aux personnes présentes au comité à Toulon. Lionel, merci d'être intervenu également en distanciel. On vous donne un prochain rendez-vous qui sera en mars, le 9 mars, pour un colloque pour clôturer la première phase du programme Pélamède sur la thématique de la petite pêche côtière, de la pêche artisanale aux petits métiers. On abordera pour cela trois thématiques autour de 3 tables rondes, donc la connaissance, la gestion, réglementation et surtout les questions de surveillance et comment lutter contre le braconnage. Donc cet événement aura lieu à Toulon. On vous en dira plus quand on aura le lieu exact et vous recevrez dans les semaines à venir un premier mail d'invitation pour réserver cette date du 9 mars 2023. Merci à tous pour votre participation et on vous enverra l'enregistrement ainsi que le lien pour vous connecter si vous souhaitez revoir la vidéo. Bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir.